Pensez à une banque privée créée en 1694 pour financer les guerres du roi Guillaume III, qui deviendrait du jour au lendemain propriété de l'État. Je parle évidemment de la Banque d'Angleterre. Un acte majeur qui pose une question fondamentale. Qui doit contrôler la monnaie? Est-ce le secteur privé ou est-ce la puissance publique? Alors la comptabilité tisse le fil de notre mémoire et aujourd'hui, les chiffres nous racontent la nationalisation de la Banque d'Angleterre. Un petit peu de contexte pour comprendre cette nationalisation et pourquoi elle était révolutionnaire. Il faut d'abord saisir ce qu'était la Banque d'Angleterre avant 1946. C'est une banque qui est fondée donc en 1694. C'est une banque par action, donc c'est-à-dire qu'elle est détenue par des actionnaires privés. Son capital initial est de 1,2 million de livres sterling, ce qui est une somme colossale pour l'époque évidemment. Et en échange de ça, elle obtient le privilège d'émettre des billets de banque et va devenir progressivement la banque des banques. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une banque centrale. Mais jusqu'en 1946, petit spoil, c'est une entreprise privée à but lucratif qui va verser des dividendes à ses actionnaires. Donc maintenant, on se transporte après la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Royaume-Uni est dans un état assez catastrophique. Particulièrement, sa dette publique est de 250% du PIB, donc c'est-à-dire 2,5 fois la richesse nationale de tout le pays. Londres est en ruine au sens propre comme au sens figuré. L'économie, comme la ville, doit être reconstruite de fond en comble. C'est dans ce contexte qu'on a le parti travailliste de Clément Attlee qui va remporter les élections avec un programme assez radical: nationaliser les hauteurs dominantes de l'économie. Et sa première cible, ça va être la Banque d'Angleterre. Et le 1er mars 1946 précisément, on a le Bank of England Act. Donc, comment on nationalise concrètement une banque? Eh bien, c'est là que la comptabilité devient vraiment fascinante. Dès l'instant où le Bank of England Act entre en vigueur, d'un point de vue comptable, on va avoir deux étapes. On va avoir une première étape, ça va être le rachat des actions. L'État britannique rachète toutes les actions de la Banque d'Angleterre pour un prix de 58,5 millions de livres sterling. Les anciens actionnaires, eux, vont recevoir du coup en échange des obligations d'État à 3%. C'est ce qu'on appelle les gilts au Royaume-Uni. Et techniquement, du coup, dans le bilan d'État, on a à l'actif une nouvelle ligne qui est participation de la Banque d'Angleterre, 58,5 millions de livres. Et au passif, on a une augmentation de la dette publique du même montant, forcément. Pour les actionnaires privés, eux, c'est un échange qui est forcé, qui est obligatoire. Ils n'ont absolument pas le choix, mais qui est donc indemnisé. Et certains historiens ont même noté que le prix était quand même assez généreux par rapport à la valeur de marché de l'époque. Donc, qu'est-ce que ça va entraîner? Et bien ça, c'est la deuxième étape. On va avoir une nouvelle gouvernance de la banque. Les gouverneurs, le gouverneur et les directeurs de la banque vont être nommés par la couronne, donc par le gouvernement. Les profits de la banque vont donc plus aller à des actionnaires privés, mais bien être reversés au trésor public. En termes comptables, ça signifie que le compte de résultat de la banque se termine par une ligne versement au trésor plutôt que dividende aux actionnaires. Troisième étape, on va avoir des nouveaux pouvoirs. En l'occurrence, le Trésor britannique va obtenir le pouvoir légal de donner des directives à la banque. Tout ça dans l'intérêt public, évidemment. Bon, il faut savoir que ce pouvoir n'a jamais été utilisé formellement, même si rien que le fait qu'il existe, ça change la donne psychologiquement. Et maintenant, vous allez me dire, ok, and so what? Concrètement, qu'est-ce que ça change?
énormément de choses en vrai. C'est pas neutre cette décision. Premièrement, ça impacte très fortement les taux d'intérêt, la politique monétaire au service de la reconstruction de l'Angleterre. Entre 1946 et le début des années 50, la Banque d'Angleterre va pouvoir maintenir des taux d'intérêt artificiellement très bas. On est autour de 2,5%. L'idée est de faciliter la reconstruction du pays. Donc comptablement, ça signifie que l'État britannique va emprunter à des taux très favorables, à un taux du coup à 2%. Donc si on emprunte 100 millions, on va avoir des intérêts annuels de 2 millions. Alors que sur le taux du marché classique, ça aurait été quand même 5 millions. Au final, on fait presque 3 millions de livres d'économie par an, rien que sur un emprunt à 100 millions. Et bien sûr, sur la durée des emprunts, vous imaginez que ça fait des dizaines de millions de gagnés, en tout cas de ne pas dépenser. C'est vraiment un enjeu du coup qui est extrêmement fort. Le deuxième impact, c'est qu'on va pouvoir contrôler ces échanges de monnaie. La banque donc est nationalisée et elle administre un système ultra strict de contrôle d'échange. Notamment, il devient impossible de transférer des livres sterling à l'étranger sans autorisation pour protéger les réserves en or et en devises du pays. Parce que nos réserves, enfin les réserves de la banque, parce que les miennes ne sont pas à cette hauteur-là, sont d'environ 2 milliards de livres. Mais les billets en circulation ont une hauteur de 5 milliards. Donc vous imaginez que si tout le monde veut convertir ces livres, les réserves seront épuisées et ça va être impossible. Donc le contrôle d'échange va empêcher justement cette hémorragie-là et ce problème d'arriver. De plus, avec une banque centrale publique, on va pouvoir coordonner la politique monétaire et la politique budgétaire. C'est ce qu'on va appeler la répression financière. C'est un terme qui est technique, qui fait comme ça pas génial, mais c'est pas forcément péjoratif, c'est vraiment juste un terme technique. Donc un exemple très classique, le gouvernement dépense massivement dans le nouveau National Health Service, qui est créé en 1948, et la Banque d'Angleterre va financer indirectement en achetant des obligations d'État, et ce qui va pouvoir maintenir les taux bas. Bon, là on a un petit twist, c'est que ça devient un petit peu ironique. C'est une Banque d'Angleterre qui est nationalisée pour donner le contrôle à l'État, mais progressivement elle va vouloir regagner son indépendance. Ça va être le tournant dans les années 70-80. On a une vague d'inflation au Royaume-Uni, on atteint 24% d'inflation au moment du gros choc pétrolier de 1975, et la coordination entre le Trésor et la Banque centrale, ça devient un problème, puisque les gouvernements abusent de ce qu'on appelle la planche à billets, donc la création fictive un peu de monnaie. Donc on va arriver sur un paradoxe en 1997, où Tony Blair, dès son arrivée au pouvoir, il va accorder l'indépendance opérationnelle à la Banque d'Angleterre. Donc concrètement, ça veut dire que le gouvernement va fixer un objectif d'inflation, 2%, c'est ce qu'on a actuellement en Europe toujours, on est toujours dans l'idée de maintenir l'inflation à 2%, et que la banque va être la seule décisionnaire pour fixer les taux d'intérêt nécessaires à atteindre cet objectif-là. Donc le gouverneur ne peut plus recevoir d'instructions. Et là, c'est un paradoxe qui est assez fascinant, parce que la banque reste publique dans sa propriété, mais elle devient indépendante dans ses décisions. Et finalement, c'est un modèle qu'on retrouve aujourd'hui dans la plupart des démocraties développées. Alors, quid de maintenant ? Maintenant, le bilan de la Banque d'Angleterre dépasse 900 milliards de livres. Donc c'est 1000 milliards d'euros à peu près, si on traduit. C'est 40% du PIB britannique. Donc elle détient massivement notamment de la dette publique, achetée via le système dit Quantitative Easing de 2009. Et ces obligations rapportent des intérêts à la banque qui les reverse au Trésor. Donc par exemple, en 2021, c'est 19 milliards de livres
qui ont été transférés comme ça. C'est clairement l'héritage de la nationalisation de 1946. Ça n'a pas bougé, on est resté dans la même logique. Au lieu de verser des dividendes aux actionnaires, je reverse des intérêts à l'État. Donc, quelle influence ça va avoir sur la France ? Bien sûr, cette nationalisation britannique a influencé profondément la politique monétaire européenne, de manière parfois un peu contradictoire. Notamment en France, la Banque de France est nationalisée en janvier 1946, donc quelques semaines avant que la Banque d'Angleterre, puisque en l'occurrence le général de Gaulle a décidé de ça par la loi du 2 décembre 1945, et donc ça transfère à l'État les actions de 200 familles actionnaires avant de la banque. Le modèle comptable va être strictement similaire. On a un rachat des actions donc, obligatoire contre une indemnisation et les profits vont être reversés au Trésor avec un contrôle gouvernemental sur la politique monétaire. Bon, exactement la même chose. Entre 1946 et 1993, la Banque de France, c'est un outil au service de l'État français. Elle finance les déficits et puis elle me permet de maintenir le franc stable en gérant les réserves de change. Mais il y a un petit contraste avec la construction européenne. La France et le Royaume-Uni nationalisent leur banque centrale pour contrôler vraiment tout. La construction de l'euro va totalement dans la direction opposée. En l'occurrence, vous savez que l'euro, ça a été voté lors du traité de Maastricht en 1992 et ça impose l'indépendance des banques centrales comme condition justement de l'union monétaire. C'est l'article 130 du traité de Maastricht. Ni la BCE ni une banque centrale nationale ne peuvent solliciter ni accepter des instructions. Donc, pourquoi il y a eu ce petit revirement à ce moment-là ? C'est à cause des chocs pétroliers et des expériences inflationnistes des années 70 où les Européens se sont dit une banque centrale indépendante normalement doit permettre une meilleure garantie de stabilité des prix. Donc en France, ça a un impact fort puisque depuis 1994, la Banque de France ne peut donc plus financer directement le trésor public, ne peut plus non plus recevoir des instructions du gouvernement français, et puis elle doit prioriser la croissance sur la stabilité des prix. Ces statuts ont été modifiés pour s'aligner sur la Bundesbank allemande, puis sur la BCE, et donc depuis 1999, c'est une composante de l'eurosystème, et elle applique du coup les décisions de Francfort. Donc les chiffres aujourd'hui de la Banque de France, c'est quoi ? 530 milliards d'euros d'actifs, dont 85 milliards d'euros de créances sur l'eurosystème, 140 milliards d'euros de titres au programme du rachat d'actifs de la BCE, 92 milliards d'euros de réserves en or, donc c'est à peu près 2436 tonnes au prix du marché, et des profits évalués entre 5 à 8 milliards d'euros par an, en moyenne, entièrement reversés à l'État français. Là encore, c'est un héritage de la nationalisation de 1946. Donc revenons à la première question qu'on a posée au début de la vidéo, qui est de se demander, est-ce qu'il faut redonner du pouvoir aux États sur leur monnaie ? Et en France, on a certains économistes qui plaident pour reprendre le contrôle, alors que d'autres vont défendre l'indépendance actuelle. C'est notamment le cas de Jean Tirole. Voilà. Le Brexit britannique a ravivé aussi ce débat, puisque le Royaume-Uni, qui est toujours resté hors de l'euro, garde théoriquement plus de marge de manœuvre monétaire, même si finalement sa banque centrale est indépendante comme nous dans notre zone. Donc, quels enseignements on peut un peu retenir de cette histoire de la nationalisation de la Banque d'Angleterre et de la Banque de France ? Premier enseignement, c'est que la propriété publique d'une banque centrale ne garantit pas son contrôle politique. En l'occurrence, même la Banque de France, qui reste une propriété de l'État, mais applique la politique monétaire de la BCE. Deuxième enseignement, c'est que les modèles évoluent avec les priorités économiques. En 1946, la priorité, c'était la reconstruction, le plein emploi suite à la guerre.
Aujourd'hui, la priorité, c'est plutôt la stabilité des prix. Et troisième enseignement, l'héritage comptable persiste. Le profit des banques centrales nationalisées continue d'alimenter des budgets publics. 19 milliards de livres au Royaume-Uni, entre 5 et 8 milliards d'euros en France. Et ça, c'est un revenu qui est quand même non négligeable pour les États. Et donc, quatrième enseignement, c'est la question qui contrôle la monnaie. C'est une question qui est finalement ultra politique. Entre l'indépendance totale, la subordination complète, les sociétés cherchent en permanence le bon équilibre. La nationalisation de 1946, c'était une réponse à son époque. L'indépendance actuelle, c'en est une autre. En France, avec la BCE, on a fait un choix de déléguer ce pouvoir à l'échelon européen, ce qui permet de gagner en crédibilité anti-inflationniste, mais on en perd un peu en flexibilité nationale. C'est un choix qui structure encore nos débats économiques, mais surtout nos débats politiques à l'heure actuelle. Voilà. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre la décision de 1946, aussi bien en Angleterre qu'en France, et les impacts que ça peut avoir aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions, juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner si ça vous plaît. Et puis aussi à me proposer des sujets qui pourraient vous intéresser vous pour la suite. Voilà, merci beaucoup!